Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité, la reconnaissance de l'État à ceux qui ont travaillé à l'élaboration du budget programme pour les ministères. La primature et 19 cabinets en disposent désormais. Un budget programme qui commande la gestion axée sur les résultats. La cérémonie de remise des certificats a été présidée ce matin par le Premier ministre. L'entrepreneuriat au cœur d'une rencontre des universités de Lomé et de Dunkerque. En toile de fond, la croissance économique, une meilleure orientation des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi devrait favoriser la création de richesses. Les échanges vont durer 3 jours à Lomé. Fin de session en revanche pour les travaux des organisations de l'aviation civile. Les enjeux, les contours du fret ont constitué le fond des échanges. La contribution du fret au développement économique retient notre attention ce soir. Ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité est d'abord ce nouveau concept qui prend progressivement forme, la gestion axée sur les résultats. Ça passe par un budget programme. La primature et 19 ministères en disposent désormais. Les hommes et les femmes qui ont travaillé à l'élaboration de ces budgets programmes ont été symboliquement honorés ce matin. C'est au cours d'une grande cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Edem Soussoupo. 19 ministères ainsi que la primature viennent d'avoir leur politique publique et leur budget programme. C'est grâce à des hommes et femmes, 300 au total, issus de ces différents services qui ont 5 mois durant appris à élaborer ce document de planification qui précise les moyens pour l'atteinte des objectifs fixés dans les ministères. Le Premier ministre, Célia Godia Omezounou, est fier d'eux et a remis des certificats de bonne fin des travaux à leur ministère de tutelle et responsables de cabinet qui se chargeront de le leur distribuer. L'élaboration de ce document répond donc aux nouvelles directives de l'UEMOA qui veut instaurer à partir du 1er janvier 2017 la gestion axée sur les résultats. Le budget de l'État va désormais se présenter sous la forme de budget de programme. Concrètement, dans le quotidien des gens, c'est-à-dire que dans le quotidien des gens, le ministère de la Justice, le ministère de la décentralisation, le ministère, parmi les ministères que j'ai eu de l'économie numérique, ils vont cibler des résultats précis. Ils vont dire, disons que notre objectif, c'est d'améliorer la qualité des appels. Je parle de l'économie numérique. Alors, ils vont dire, bon, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité des appels. Comment nous allons le mesurer? Comment nous allons vérifier que chaque année, nous sommes effectivement en train d'améliorer la qualité des appels? Alors, nous allons savoir très rapidement, au-delà du discours, si la qualité des appels s'améliore. Alors, ça devrait pousser tous les ministères à livrer plus de résultats perceptibles pour tous. Entre février et juin 2013, 12 ministères pour le compte de la phase pilote ont déjà élaboré leur politique publique et budget programme. Désormais, une gestion administrative et financière efficace et transparente des fonds publics sera assurée suivant la logique de performance. Nous recherchons l'efficacité et l'efficience. À partir de maintenant, nous n'allons pas donner les moyens pour en donner. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous allez faire des moyens qu'on vous donne. Et nous aurons la possibilité de vérifier, d'évaluer sur le terrain pour savoir si est-ce que vous avez atteint les résultats pour lesquels on vous a donné des moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens demandent des moyens sans dire précisément quels sont les résultats qu'ils veulent atteindre. Maintenant, avec le budget programme, vous allez dire les résultats, les objectifs que vous visez, les résultats que vous voulez atteindre, pour qu'après tout, qu'il y ait une évaluation de ces résultats, de tout ce qui a été pu être acquis sur le terrain par suite de l'exécution du budget. L'élaboration des politiques publiques et budget programme des ministères est le fruit d'un long processus aujourd'hui loué. Tout sera pris en compte, a précisé le Premier ministre, dans les prochains budgets. Au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, je voudrais me féliciter des résultats des travaux que vous venez d'effectuer et qui permettront certainement d'améliorer la planification et la programmation pluriannuelle dans notre pays. Vos efforts ont été remarquables durant ce processus intensif de 5 mois, au cours duquel tous les acteurs ont été pleinement engagés dans les travaux. Ces budgets programmes vont vous servir pour l'élaboration de vos budgets pour l'année 2015, budgets qui eux-mêmes serviront à la confection du budget général qui sera présenté à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Ainsi, tous les 30 ministères et la primature vont annexer à leur avant-projet de budget 2015 les documents de budget programme et de projet annuel de performance. Les 10 autres institutions de l'État vont entrer dans le processus dans les tout prochains mois.
Des dispositions techniques sont en train d'être prises pour lancer l'application progressive des réformes induites par le budget programme. Il s'agira progressivement d'étendre au ministère le système intégré de gestion des finances publiques et de le paramétrer à nouveau en vue de l'adapter au budget programme. Le pouvoir d'ordonnancement des budgets ministériels et le contrôle financier seront également déconcentrés dans les ministères qui seront prêts à exécuter leur budget selon la logique de performance. D'ores et déjà, le gouvernement s'engage à adopter très rapidement les tests d'application de la loi organique portant loi de finances votée il y a 2 mois. Le budget programme assure le lien entre les objectifs de politique publique, les programmes et les dépenses budgétaires de l'État. C'est un ensemble de programmes déclinés en actions, en activités et en tâches. Et on vient de l'entendre, la gestion axée sur les résultats, eh bien c'est la pierre angulaire qui s'intègre dans une vision globale de développement du Togo d'ici à l'an 2030, un projet porté par le gouvernement. Le ministre en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques est à l'intérieur du pays. Sa mission, faire la promotion de l'ambitieux projet. L'étape de Kara, Nestor Moujou est notre bureau sur place. Le Togo s'est engagé à tourner le dos à l'improvisation pour se porter résolument sur la voie de la projection de son développement sur un long terme. La création du ministère en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques en est une preuve. Ce département, rattaché à la présidence de la République, a mis sur les rails un processus qui consiste à élaborer la vision du Togo à l'horizon 2030. Le projet est à l'étape d'information et d'échange au niveau des régions. La vision Togo 2030 prend en compte les spécificités de ces régions. Autant la région maritime peut jouer sur la présence du port de Lomé et la région des plateaux sur le fait que c'est la région nourricière du Togo par excellence. La région centrale sur le fait que c'est la région des services par excellence. La région de la Kara devrait être le pôle scientifique et technologique de notre pays et irriguer ainsi la région des savanes et l'ensemble de l'Interland. C'est comme ça que nous concevons ce travail. Alors pourquoi la région de Kara nous intéresse? C'est parce que la région de Kara dispose d'avantages comparatifs qui peuvent être cruciaux pour l'émergence de notre pays. Kara est une ville universitaire et on voit que de par sa position géographique, il y a de fortes collaborations qui se mettent en place. Le deuxième élément, c'est que Kara est une ville garnison et à cet égard, ça tire beaucoup d'activités économiques. Demain se prépare aujourd'hui. Le processus d'élaboration de la vision Togo 2030 est une anticipation qui vise à se mettre à l'abri de toute surprise. Il se présente comme un cadre participatif qui offre l'opportunité aux acteurs de développement d'exprimer leurs aspirations. Aujourd'hui, nous sommes surtout là pour écouter les populations. Nous avons des idées, mais nous devons les confronter et ainsi construire ensemble une vision partagée de notre pays. Parce que si dès aujourd'hui nous nous mobilisons pour un Togo meilleur, nous devrions y arriver. Dans le souci de permettre la réussite du processus, 4 sous-systèmes analytiques ont été identifiés. Le sous-système 1 concerne l'économie et la technologie, le deuxième couvre la politique et la gouvernance, le troisième est lié au social et à la culture, le quatrième sous-système est en rapport avec la démographie et le développement humain. Un document final va sanctionner l'ensemble des travaux. Il est promis qu'il sera disponible en mars 2015. En bonne place également dans cette vision Togo 2030, l'entrepreneuriat porté aussi par les universités du Togo. Elle s'appuie depuis ce matin sur les expertises de l'université de Dunkerque en France. La rencontre d'accès, là aussi sur le thème « Quelle orientation entrepreneuriale des PMI favorisant l'emploi des jeunes diplômés entrepreneurs ?» Les précisions, Lucassi Silver Aboudjou. Faire de la promotion de l'entrepreneuriat un véritable outil de développement socio-économique, c'est le pari que compte gagner le gouvernement togolais. Et cela s'illustre à travers les multiples actions, à l'instar de cette rencontre internationale sur l'entrepreneuriat. Elle rassemble d'éminents professeurs d'université, des enseignants-chercheurs des universités de Lomé et de Dunkerque en France.
Ils auront à partager leurs expériences et savoir-faire sur l'orientation entrepreneuriale des PME, favorisant l'emploi des jeunes diplômés. Il y a donc 11 thèmes qui sont développés. Les thèmes là développés vont aborder des questions, c'est vrai, des fois théoriques, mais aussi pratiques, parce que c'est des professionnels qui sont arrivés, qui vont montrer aux gens comment peut-il faire pour créer son propre affaire. Je pense que les jeunes qui sont dans cette salle doivent suivre de façon assidue ce qu'on va dire pour que ça puisse servir demain à faire quelque chose. Et comme vous l'avez vu, l'Université de Lomé dispose d'une maison d'entrepreneurs qui est la quai derrière nous ici. C'est donc une volonté de l'université de suivre la directive du gouvernement, la volonté du pays, pour que notre université forme aussi des jeunes capables de se prendre en charge. La formation théorique qui a été faite jusqu'à aujourd'hui est un peu dépassée. Mais on ne peut pas la mettre de côté. Il faut que ça soit doublé par la formation pratique de notre entrepreneuriat. L'entrepreneuriat se présente donc comme un palliatif assez important dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Raison pour laquelle le gouvernement s'active pour faire de ce secteur un moteur de croissance économique. Le secteur public, ne pouvant plus absorber tous les jeunes diplômés, l'entrepreneuriat reste la seule alternative aujourd'hui pour eux. C'est pourquoi le gouvernement met en place les conditions nécessaires pour faciliter la création d'entreprises. On n'en voit pas assez de grandes entreprises au Togo. Donc c'est l'occasion jamais de booster en fait l'économie togolaise à travers ces PME-là, rien que par l'intrapreneuriat. Pour ce faire, de nombreuses actions sont envisagées, allant de la formation des entrepreneurs dans le sens de la promotion de l'esprit d'initiative à la créativité. Un ambitieux programme pour mieux accompagner les jeunes diplômés. Et on va marquer une pause précisément sur le thème de cette rencontre. Quelle orientation favoriser l'emploi des jeunes diplômés entrepreneurs? Autrement dit, quelles sont les étapes aujourd'hui pour monter son entreprise? Et bien, voilà cela dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Firmé Adjinaré. Dans la lutte contre le chômage et donc la pauvreté, l'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme un palliatif assez déterminant. C'est un véritable moteur de la croissance économique et l'orientation entrepreneuriale devient une nécessité non seulement en matière de transfert de compétences, mais aussi et surtout dans l'obtention d'une main-d'œuvre qualifiée. Il faut des compétences, d'où l'importance de la formation. Former nos jeunes diplômés, nos jeunes apprenants, les moins jeunes évidemment aussi, à acquérir de véritables compétences entrepreneuriales, de manière à ce que les organisations qu'ils créent ou qu'ils pourront créer puissent évidemment créer, si vous voulez, de la différenciation, autrement dit avoir des avantages concurrentiels par rapport aux entreprises existantes. Même nos jeunes diplômés, jeunes ou moins jeunes, qui ne créent pas, deviennent dans ces cas-là, puisqu'ils ont des compétences entrepreneuriales, ils deviennent de véritables intrapreneurs, c'est-à-dire des gens capables dans leur administration, dans leur entreprise, de booster les choses et donc de donner de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités de développement qui puissent permettre de créer des activités et donc des emplois. Donc c'est le deuxième aspect, la formation. Et puis, pour nos jeunes qui créent, qui veulent créer, qui ont le désir, ce que nous appelons la désirabilité de créer, évidemment, il faut les soutenir. L'émergence de l'entrepreneuriat appelle à répondre à un certain nombre d'exigences allant de la formation à la mise en place d'un cadre pour accueillir les initiatives. La finalité est de valoriser l'emploi des jeunes. Le moment où nos universitaires, on faisait de la recherche pour de la recherche est révolu. Aujourd'hui, on fait de la recherche pour avoir un objectif précis, un objectif opérationnel. L'enseignement supérieur, que ce soit au niveau des universités publiques ou bien des universités privées, on œuvre pour produire cette main-d'œuvre qualifiée parce que dans le processus de production, on a besoin d'une main-d'œuvre qu'il faut en quantité et en qualité. Et comme nous le disons en économie, plus on va produire, plus on va atteindre un niveau de croissance qui soit durable pour notre pays. Face au nouvel environnement des entreprises, l'action stratégique de l'entrepreneur ne saurait garantir à elle seule la performance de ces dernières. Celle-ci dépendrait de plus en plus de la force de l'action entrepreneuriale basée sur une bonne orientation.
Et qui parle d'entrepreneuriat s'adresse plus exactement aux jeunes aujourd'hui encouragés à créer leur propre entreprise, à se prendre en charge. Fini l'état providentiel. Mais derrière, que fait-on pour cette jeunesse-là? Les grands axes et les orientations de la politique nationale de la jeunesse. Nathalie Panegui. La jeunesse, cette couche qui se situe entre 15 et 35 ans, représente plus de 33% de la population togolaise. Atout incontournable, les jeunes sont des partenaires dans l'expansion de l'espace démocratique et œuvrent par leurs efforts au développement durable, à la paix et à la prospérité du pays. C'est pourquoi la jeunesse occupe une place de choix dans les prises de décision au Togo. En témoigne la politique nationale de la jeunesse axée sur l'éducation à la citoyenneté, la promotion à la vie associative, la lutte contre les fléaux sociaux et le développement des infrastructures socio-éducatives. Lorsque nous prenons la promotion de la vie associative, il s'agit essentiellement de donner du dynamisme à la vie associative, au mouvement associatif dans notre pays. Parce que pour nous, les associations de jeunes sont des cadres privilégiés pour l'éducation à la citoyenneté des jeunes et surtout pour la socialisation des jeunes. L'éducation par les pairs, c'est important pour nous. Lorsqu'on parle des infrastructures socio-éducatives ou socio-collectives, c'est dire que les jeunes, qu'ils soient en milieu rural ou en milieu urbain, ont besoin de services, d'accès à l'information. Et pour cela, il leur faut des cadres où ils peuvent à la fois avoir accès à l'information, mais accès aussi à des services. Les jeunes et la santé mentale, c'est donc autour de cette thématique que sera célébrée le 12 août prochain la Journée internationale de la jeunesse. Une mobilisation commune de tous les acteurs à cette occasion serait un signal fort de soutien à la politique nationale de la jeunesse dont le but est de former les jeunes épanouis capables de se prendre en charge. Si nous voulons avoir des jeunes qui participent à l'édification de la nation, il faut absolument les protéger contre les fléaux sociaux, y compris la maladie, les maladies comme les maladies mentales. Et là, pour nous, c'est une alerte que la communauté internationale donne aux décideurs et aux différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion des affaires de jeunesse. Parce que l'impact est souvent aussi bien économique que social. Et c'est important qu'on puisse mettre un accent sur ça. Au rang des résultats de cette politique, l'on note la mise en place du Conseil national de la jeunesse, le programme Provonat, l'opérationnalisation du FAEJ, le programme Vacances utiles et citoyennes, le programme Entrepreneuriat jeunesse, puis le projet de développement des filières des plantes à racines et tubercules. Il est 20h17. Autre sujet évoqué maintenant à la fin de la rencontre des experts de l'aviation civile à Lomé ce jeudi. Une rencontre sur les enjeux du fret désormais voulu, créateur d'emplois et de richesses. En clair, le fret doit participer au développement. On le verra dans un instant. Mais d'abord, les conclusions de la rencontre de Lomé. 23 pays et 11 organisations régionales et internationales étaient présents. Nancy Chana, Charlotte Moussime. Réunis à Lomé pour ce premier forum sur le développement du fret aérien en Afrique, ces responsables du monde aéronautique ont axé le dernier jour de leurs travaux sur l'amendement et l'adoption de la déclaration de Lomé, du plan d'action des travaux et du rapport final ayant sanctionné les 3 jours d'activité. À l'unanimité, les 280 délégués représentant 23 pays d'Afrique, 11 organisations régionales et internationales et 39 entités privées se sont accordés à conjuguer leurs efforts pour développer le fret en Afrique, relever les défis auxquels est confronté le secteur et mettre en application les recommandations issues de ces assises. L'une des recommandations, c'est d'examiner les voies et moyens. Comment réussir à déjà ébaucher une possibilité de création de compagnies régionales. Ici au Togo, nous ne lésinons pas sur les moyens en matière de supervision de la sécurité. Donc nous avons un suivi régalien. Le système SEMA continue de se montrer une approche. Nous ne lésinons pas. Tout avion qui vient pour la première fois au Togo doit nous fournir tous ces documents techniques. L'honneur revient au Togo de diriger pendant 2 ans les travaux qui vont permettre la mise en œuvre des dites recommandations. Je vais être amené à mener des actions en concertation avec les organismes régionaux en matière de développement et puis surtout en matière économique. Il y en a 8 en ce moment en Afrique. Je travaillerai étroitement avec ces communautés.
Deuxièmement, je serai en contact direct avec l'OACI. Nous allons avoir des points focaux et nous allons échanger. Nous allons commencer à mettre des actions avec un chronogramme. Il faut se donner des objectifs, les moyens de l'atteindre. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, veut faire du fret aérien un élément concurrentiel de l'Afrique vers l'Europe. La prochaine réunion se tiendra en 2016 à Addis Abeba, en Éthiopie. On en vient maintenant à l'importance du fret aérien dans l'économie de nos pays. Au Togo, qu'en est-il précisément? Voici les éclairages avec Edem Soussoupo. Les compagnies aériennes du monde transportent plus de 50 millions de tonnes de fret par an. Ces marchandises représentent 2% des échanges commerciaux et génèrent 35 millions de dollars par an. Et selon des données statistiques publiées en mars 2014 par l'Association du transport aérien international, le nombre global de tonnes kilomètres de fret a augmenté de 4,5% en janvier 2014 par rapport à janvier 2013. Au Togo, par exemple, c'est un secteur jeune qui sera boosté sans nul doute par la nouvelle gare fret de Lomé. La gare fret n'était pas assez développée et c'est pourquoi dans le projet d'extension qui est en voie même d'achèvement, vous allez constater qu'un accent particulier a été mis également sur la gare fret qui va passer d'une capacité de traitement de 14 000 tonnes par an à une capacité à partir de 2015 de 50 000 tonnes par an. Ceci nous permettra donc de démarcher des compagnies tout cargo qui pourront faire soit un hub d'éclatement, soit du point à point pour que l'aéroport de Lomé traite également du fret en grande quantité comme certains aéroports. En Afrique, si nous prenons le cas du Kenya, ils utilisent beaucoup le fret pour les fleurs au Royaume-Uni et ça contribue à 1,6% du budget de l'État kenyan. Chez nous, nous avons également des fruits, des légumes, des exportateurs qui utilisent le même chemin pour expédier les fruits et les légumes parce qu'ils ne peuvent pas être envoyés par d'autres moyens que le fret. Les marchés de fret aérien permettent de créer près de 6,8 millions d'emplois. Le fret aérien est beaucoup plus sollicité que les autres types de transport compte tenu de la rapidité de ces opérations. Mais plusieurs défis restent à relever dans ce secteur. En termes d'installation, il faut agrandir les installations, les moderniser. En termes d'équipement, il faut mettre des équipements de sûreté qui sont au point pour pouvoir filtrer. Et en termes d'espace, comme je le disais, il faut agrandir, il faut des chambres froides, il faut des endroits appropriés à ces genres de produits. L'importance du fret aérien, c'est que c'est le seul qui peut faire le point à point sans interruption. Lorsqu'on veut rapidement une pièce de rechange, on ne peut l'avoir que par le fret aérien. En ce sens qu'on ne peut pas immobiliser une machine qui est tombée en panne dans une usine pour attendre une pièce qui va arriver par bateau, qui va mettre 3 semaines ou 4 semaines. Le programme e-fret, qui cherche à éliminer les documents papier du processus d'expédition, est essentiel pour améliorer l'efficience, la sûreté et la fiabilité du fret aérien. Un mot de politique intérieure avec cette rencontre à la base entre les députés UNIR et de Ogou et leur population, rencontre bilan des activités menées à l'Assemblée nationale. Ils étaient épaulés à l'occasion par le vice-président du parti, Georges Aïdam. Le compte rendu, Yves Vivia Takpame. Qu'est-ce qui a été fait à l'Assemblée nationale depuis l'élection du 25 juillet 2013? Comment se sont déroulées les discussions de Togo Télécom 2? Et qu'est-ce qui justifie le rejet du projet de modification de la Constitution par les députés? Ce sont là l'essentiel des sujets qui ont fait l'objet des discussions entre les députés de l'UNIR et les membres du parti dans la préfecture de Logou. Tenue à Takpame, la rencontre conduite par le premier vice-président de l'UNI, Georges Aïdam, a été empreinte d'un franc-parler selon les participants et a permis à ces derniers d'obtenir des réponses à toutes leurs préoccupations. Ça fait 1 an que nous sommes élus députés. Et durant les 1 an,
nos différents programmes nous ont pas permis de rencontrer ne fût-ce que les structures de base de notre parti. Et nous sommes en vacances parlementaires et nous avons souhaité le faire. Nous les avons invités pour des échanges, pour qu'on se connaisse davantage et pour échanger sur les stratégies politiques de notre parti dans notre préfecture. Et nous les avons expliqué les raisons qui nous ont poussés à faire le vote de cette manière. Si aujourd'hui on a fait un vote contraire, vous voyez la foule, comment ça serait. Donc je crois qu'ils sont contents que nous ayons fait ce vote. À ces échanges, les députés ont non seulement invité les électeurs à soutenir l'Union pour la République aux échéances prochaines, mais ont également annoncé aux participants l'ouverture prochaine de leur cabinet dans la localité d'Atakpamé, cabinet où ils pourront se rendre en cas de besoin. Et dans la foulée, voici ce communiqué du parti UNIR. Ces derniers temps, il nous a été amené de constater que des messages SMS circulent invitant à voter UNIR lors des élections de 2015 en contrepartie de prétendus avantages. La direction du parti UNIR tient à informer toute la population que ces messages ne proviennent pas de UNIR et ne peuvent être en aucun cas cautionnés. Le parti invite par conséquent la population à n'accorder aucune foi à cette démarche qui constitue une anarque. La direction du parti UNIR met en garde les auteurs de cet acte malveillant. Le parti ne manquera de prendre toute action idoine contre les auteurs de ce genre d'actes. Communiqué donc du parti UNIR. On passe au sport maintenant, c'est jeudi et tous les jeudis nous avons la page sport et c'est avec Claude Amand. Claude, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour des infos sport et nous commençons par le championnat national de football de première division qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Oui, Gerson, après 14 journées, les clubs de la première division ont connu des fortunes diverses. L'AS de Gopor surprend, Dito Pen, l'AS Douane de Soie et les Anges de Ngotia restent toujours leaders. L'état des lieux avec Modeste Kouma. Les Anges de Ngotia, champions en titre, champions à l'intersaison et maîtres dans l'art de remplacer les entraîneurs, conservent toujours leur fauteuil de leader avec 27 points plus 6 après 14 journées disputées. Ils sont talonnés par l'Est Gopor qui réalise une saison exceptionnelle avec Aïvi et Kouevi. Les hommes de Soyaba Boukpessi cumulent 6 victoires, 7 matchs nuls et 1 défaite pour 27 points plus 4. C'est Massi de Sokodé qui, depuis quelques années, court derrière le titre, complète le podium avec 2 points de retard sur ses devanciers. Les guerriers de Tchaoudjo doivent encore cravacher dur pour atteindre leurs objectifs. Fouada FC de Dapon constant tient le coup et Maranatha FC de Fiokpo suit le rythme. Les deux sont dans le top 5. Agaza de Lomé et Asko de Kara n'arrivent pas à retrouver leur lustre d'antan et font une saison en demi-teinte. Bikenti FC de Bassar et Unisport de Sokodé, pas trop ambitieux, accompagnent le groupe. Le dynamique togolais qui peine à dégainer 9 défaites au total n'est pas épargné de la relégation. Gomido de Palimé s'enlise à Pelé-Convier. L'Est Douane, vice-championne la saison dernière, s'enfonce davantage malgré l'arrivée d'Abrao Zamer. Gomido cale au 11e rang et l'Est Douane est scotché à la dernière place avec 11 points. Cette 16e journée, Gomido accueille Bikenti Akpele-Convier. L'Est Gopor affronte Maranatha FC à Lomé. Fouadan se mesure aux Anges dans sa tanière à Dapaon. Le fauteuil de leader est menacé en cas de faux pas des Anges de Ngotia. Duel de la capitale entre Agaza et l'Est Douane à Bossimé. À Kara, Asko attend de pied ferme Unisport de Sokodé où Semassi s'oppose à Dito Football Club. Voilà pour le football. Claude, on va maintenant parler de cette première édition du concours de bodybuilding dénommé Ametotoa. On parlait de Atiatotoa. Ametotoa, oui. Voilà. Et cette première édition du concours de bodybuilding organisé par Stamina Gaba Club et Sergio Sport vise à valoriser la pratique de l'haltérophilie dans notre pays, comme l'a constaté Lamine Koko Konaté.
Les organisateurs de l'édition première du concept Ametotoa viennent de dévoiler le programme de la compétition. Un programme étalé sur 2 week-ends, les demi-finales le 10 août et la grande finale le 17 août à la plage de Lomé. On a de très bons athlètes au Togo qui ont le niveau international mais qui ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes pour aller représenter le Togo quelque part. Il faudrait qu'il y ait des structures autour et il y a une organisation autour. Et pour l'instant, on va travailler même sur le plan national pour récupérer les bons athlètes, pour essayer de faire quelque chose de très constructif, en collaboration bien sûr avec le CNOT et le ministère concerné, pour voir dans l'avenir ce qu'on pourra faire avec ces athlètes-là. Au menu de ce concours d'haltérophilie, 4 épreuves, notamment le powerlifting, la résistance, le curling et le body show. En avant-goût de ce qui va se passer ce week-end à la plage, voici ceci. Et voilà, Claude, ce sera donc tout pour cette page des sports, mais on note tout de même que le Togo reçoit la visite du secrétaire général de la Confédération africaine de badminton, qui séjourne donc à Lomé. Oui. Voilà, merci Claude, c'est la fin également de cette édition. On retient tout de même cette image de reconnaissance du gouvernement au rédacteur du budget et programme. La primature et 19 cabinets ministériels en disposent désormais. Les acteurs ont eu droit au certificat remis à leur responsable de département ce matin à Lomé. Voilà donc pour le rappel, nos programmes ce soir, la météo, c'est juste après ce journal. Cléo Sabine Poko dans un instant. 21h15, l'antenne aux femmes. À suivre ce soir, l'importance de l'allaitement maternel pour la nourrice. L'antenne aux femmes, Dorothée Tabiou Ibrahima. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez à Dapan et à Libreville au Gabon sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.